Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Eh bien le bonsoir, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, vous le savez, pour les vraies voix de l'été. C'est un vrai plaisir de vous retrouver comme tous les jours. Si vous souhaitez parler vrai, devenir notre auditeur fil rouge, vous appelez Aude au 0826 300 300. Elle vous attend au standard de la radio. Alors, notre petit débat de 17h30, mon cher Frédéric. Ça va être bien. Ça va être bien. Ah, j'en suis convaincu. On monte en gamme en ce moment. Depuis la tentative d'assassinat dont il a été victime, les marchés de prédiction placent Donald Trump à 71% de vote pour les présidentielles américaines, tandis que son adversaire Joe Biden a connu une forte baisse de plus de 18%. James David Vance, que Trump vient de désigner comme codicier, est passé de l'un de ses plus féroces critiques à une candidature identique. Monsieur Vance appartient à une tendance plus populiste de la politique républicaine américaine. Il est notamment contre l'avortement et l'immigration. C'est l'un des membres les plus isolationnistes du Parti républicain. Il veut faire passer les États-Unis en premier au détriment des autres nations, et l'Ukraine en fait partie évidemment. Monsieur Zelensky a d'ailleurs accepté d'échanger avec la Russie pas plus tard que ce matin. Bon, alors hier nous constations dans les vraies voix que Trump tourne à son avantage cette tentative d'assassinat dont il a été victime. Aujourd'hui, pour notre grand débat de 17h30, nous vous posons la question, élection américaine, Vance. La possible réélection de Donald Trump est-elle pour vous 1. Une catastrophe, 2. Un danger, 3. Sans conséquence, 4. Une chance. Il y a une tendance. Bien, vous, auditeurs de Sud Radio, vous nous dites que c'est une chance à 84%. C'est assez clair. Il y a des supporters de Trump. N'hésitez pas à voter, évidemment, à réagir sur le compte X de Sud Radio. Et puis vous nous appelez au 0826 300 300 pour notre coup de projecteur à 18h40. Emmanuel Macron appelle son camp à faire une proposition en vue d'une coalition majoritaire ou d'un large pacte législatif excluant de fait le Rassemblement national et la France insoumise. Il souligne la nécessité de travailler sur les axes programmatiques centrés sur la préservation des acquis économiques, une réponse régalienne forte et des mesures en faveur de la justice sociale. Cette initiative vise à consolider un gouvernement stable et efficace, capable de naviguer dans un paysage politique de plus en plus fragmenté. En cherchant à établir une coalition élargie, le président espère obtenir un soutien législatif suffisant pour faire avancer son programme et répondre aux défis actuels. Il est temps de s'entendre de chaque côté de l'hémicycle. La démission du gouvernement Attal sera acceptée par le président de la République dans les minutes qui viennent. Gabriel Attal part à la pêche au compromis. À 18h40, le thème du coup de projecteur, un gouvernement d'union Renaissance LRPS est-il utopique, Judith? Alors a priori, vous laissez un peu plus mitigé, mais bon, c'est quand même assez clair. Vous nous dites oui à 69%. Nos trois vraies voix du jour. On en a déjà un petit peu parlé. On a vendu la mèche. Et alors en plus, pour une fois, les femmes sont en force. Je tiens à le dire. Oui, j'y tenais. C'est grâce à Frédéric Brindel. C'est une grande force. 3. Et moi, je suis pas une femme, moi. Ah oui, mais elle compte double ou triple, notre ami. Qu'est-ce qui vous fait dire que nous sommes des hommes, non? Ça, je suis pas allée vérifier. Bonne question. On est présente alors. Par une dame, si vous voulez bien. C'est Aude Amadou, voilà. Ex-députée En Marche de Loire-Atlantique, ancienne sportive de haut niveau. J'observe la vie politique, elle est passionnante. Faut résilier ses abonnements Netflix, parce que là, c'est mieux qu'un sauvegarde. Je suis d'accord. Catherine Evrard, vous êtes présidente et fondatrice de CE Consultants. C'est une société de chasseurs de tête de dirigeants. Et puis vous êtes en jaune fluo ce soir. Ça nous fait du bien dans le studio. Je ne sais pas si les clients aiment, mais ça n'a aucune importance. Pour ceux qui regardent sur la chaîne YouTube, nous les invitons parce que c'est un réel plaisir de voir autant de belles couleurs. C'est le Brésil. Oui, jaune et vert. Jaune et vert, tout à fait. Et puis on est avec Jean-Michel Fauvert, ancien député et patron du RAID, le monsieur quoi. Alors il est en blanc, chemise blanche, très classe comme d'habitude, mais lui aussi il sera très coloré. D'ailleurs, à quand la chemise blanche, Frédéric Brindel? Moi j'ai pris bleu foncé, voilà. On est assorti ce soir, je suis en noir. Allez, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, on file le répondeur. Oui, bonjour Sud Radio, Simon de Perpignan. Bon, je voulais réagir sur proposer un nom comme Laurence Toubiana. Bon, je constate quand même que cette personne a été chargée de la Convention citoyenne. Si je m'abuse, cette Convention citoyenne était apolitique. Bon, je vois une fois de plus que notre cher président, comme à l'accoutumée, nous a bernés, comme toujours. J'ai du mal à pouvoir accepter à ce niveau-là des gens qui n'arrêtent pas de nous mentir.
Voilà, j'ai dit Sud Radio. Eh ben, c'est Simon de Perpignan qui réagissait au répondeur de Sud Radio. Alors, il nous dit quand même que Monsieur Macron nous a berné sur la proposition de Laurence Tubiana. C'est pas Macron qui a fait la proposition au Damadou. Non, pas du tout. Mais au moins, il y en a une qui est enfin sortie. Oui, alors peut-être un mot de Aude Amadou, c'est-à-dire qu'elle était négociatrice pour la COP 21 et qu'elle a participé aussi à la grande réflexion. Peu importe le nom, c'est pas le président qui l'a sorti. Oui. C'est un nom qui est sorti parmi. C'est un nom LFiste, si je peux me permettre. Parmi peu de personnes, parce qu'on attend toujours le nom de leur Premier ministre, de la personne qui doit sortir du chapeau. Bon, mais ça aurait pu être bien pour vous, cette Madame Toubiana, ou pas? En fait, elle appartient à un collectif, donc le nom d'un Premier ministre, ça veut rien dire. Il faut savoir quelle équipe est derrière pour travailler à gouverner notre pays. Vous bottez en touche, c'est ce que vous êtes en train de faire. Non, je ne botte pas en touche. Vous êtes une ancienne sportive de haut niveau. De la sport collectif, donc on sait que le collectif, c'est important. Catherine Evrard, alors elle devait remplacer quand même, comment s'appelle-t-il, Nicolas Hulot, je vous rappelle, à l'écologie. Oui, tout à fait. Bon, moi, faut pas me demander. On est d'accord que c'est pas Macron qui a dit non, déjà. Je veux dire, je rêve qu'on file un peu de mission aux chasseurs de tête dans ce domaine. Parce que vraiment. Vous avez envie d'être première ministre. C'est vrai que c'est votre métier. Écoutez, je l'ai proposé à Monsieur Macron la dernière fois que je l'ai vu. Ça n'a pas fait vraiment tilt, mais bon, on ne sait jamais. Ok. Mais vous pouvez, pardon, parce que c'est exceptionnel. C'est-à-dire, vous êtes chasseuse de tête, vous pouvez aller chasser un Premier ministre. Je débauche là où je veux, sauf qu'il faut qu'il veuille venir. Voilà. Mais c'est vrai que ils auraient un vrai choix, j'arrête pas de le dire. Au lieu d'en mettre un en avant, on en présente 3 et on continue jusqu'à ce qu'on réussisse. Donc je pense qu'on trouverait des bons. Mais bon. Jean-Michel Fauvergue. Oui, chère Catherine, quand vous chassez une tête, vous le faites sur commande d'une seule personne. Là, ils sont 4 groupes à ne pas s'entendre, à ne pas savoir où ils veulent aller. Effectivement, Laurence Tubiana, c'est ni le président de la République, et je suis désolé de dire ça aux Catalans qui vient d'intervenir, ni. Et vous entendez bien avec tous les Catalans. Ah bah oui, je suis né là-bas. Donc. Bah oui, voilà. Génial. Et donc ça n'est ni le président de la République qui l'a choisi, qui a sorti son nom, ni lui qui l'a refusé. Donc, mais ils n'y arrivent pas là pour l'instant. Bon, et vous continuez à réagir au 0826 300 300 et on accueille notre auditrice fil rouge. Auditeur, Béranger. Fil rouge. Oui, j'avais lu Bérangère. Pardonnez-moi, Béranger. Bonjour, Béranger. Bonsoir Sud Radio. Bonsoir. Vous nous appelez de Dordogne, c'est ça? Où exactement? Oui, tout à fait, oui. Sarlat-la-Canéda. Ah ouais, ça. Et vous, c'est votre région favorite. Et vous nourrissez bien, quoi, en plus. A priori, oui. Ouais. Oui, la gastronomie, le terroir périgourdin est très très sympa. Bon. C'est une très belle région, en tout cas, effectivement. Alors, votre coup de gueule, Béranger, vous voulez nous parler du désintérêt de certains Français, en fait, pour la politique, pour les partis politiques en particulier. Oui, ça permet un petit peu de rebondir aussi sur ce qui a été dit précédemment concernant le choix éventuel d'un Premier ministre de gauche. Les manigances, excusez-moi du terme, mais c'est pour aller un petit peu vite, mais les manigances présidentielles pour former une sorte de grand bloc central en ayant bien diabolisé le Rassemblement national à un moment et ensuite LFI qui est devenu antisémite un peu comme le Rassemblement national l'était. Et en fait, en discutant avec des électeurs de gauche et de droite, des ciotistes ou LFistes, qui eux se sont mobilisés pour faire barrage en fait, mais la plupart sont vraiment dégoûtés des partis politiques. Enfin, je veux dire, ces gens-là sont des boulets pour les électeurs, pour les citoyens qu'on est. On n'en peut plus en fait de voir un pays aussi mal géré, avec une dette publique qui a explosé, et les mêmes qui reviennent à chaque élection avec des petits arrangements entre partis, le pouvoir et les sièges. Donc ce que vous dites, Béranger, effectivement, c'est en fait l'histoire du parti politique qui dénature l'acte politique. Qu'en pensent nos vraies voix, Aude Amadou? Je peux être partiellement en accord avec ce que dit notre auditeur Béranger, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une offre qui est extrêmement plurielle en France et les citoyens ne s'y retrouvent plus. Après, il y a quand même des questions qui doivent se poser sur le rôle des partis. Voilà, cette capacité, on le voit bien aujourd'hui, cette capacité à travailler ensemble.
Voilà, il faut aussi aller dans ce sens-là, c'est-à-dire apprenons à travailler ensemble pour l'intérêt du pays et pas pour l'intérêt des postes. Catherine Evrard travaille ensemble, mais pas avec tout le monde, j'ai l'impression. Non, mais c'est d'autant plus invraisemblable qu'aujourd'hui la gauche représente 27% du total. Et que si vous additionnez le cumul de toute la droite, c'est 47% des électeurs. Donc moi, je pense qu'un jour, il y aura un réveil douloureux. Ça dépend. Qu'est-ce que vous dites de toute la droite? C'est-à-dire quelle droite? Tout ce que, mais vous comptez le centre dans la droite? Comment? Le centre droit. Centre droit. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais quand même, 27 contre 47, on entend toujours les mêmes. Un jour, il va y avoir un réveil douloureux parce que quand presque. A priori, on est déjà dedans, si je peux me permettre. Moi, je suis assez optimiste. Mais moi, oui, d'accord. Et le RN, c'est 36% des votes. Je le rappelle juste au passage. Et tout ça, on en fait fi, on s'en fiche. Mais il y a une triple représentation parce qu'il y a droite, il y a centre et gauche quand même. Le centre existe, non? Non, vous n'êtes pas convaincu. Je trouve que c'est de l'eau tiède. Moi, j'ai jamais aimé le centre. Jean-Michel Fauvergue, le centre n'existe pas? Si, je pense que le centre existe parce que le centre, c'est quand même, je pense, à un certain moment, la réalité des choses. Dans la vie, vous n'êtes pas toujours à fond ou toujours endormi, quoi. Donc il y a un milieu des choses qui fait que même en politique, ça doit exister. Moi, je connais des flics qui sont pour l'application de la loi très dure et qui sont humanistes en même temps. Donc on peut faire ce mélange-là. Je voudrais juste oui, allez-y sur l'autre auditeur. Sur Béranger, j'entends bien ce qu'il dit et c'est une petite musique qui est montée depuis très longtemps, mais on oublie quelque chose de fondamental, c'est que c'est les citoyens qui ont voté, c'est leur choix. Si aujourd'hui on est un peu dans le bordel, si je peux me permettre cette expression-là, c'est qu'ils ont peut-être trop écouté les consignes qui ont été données. C'est peut-être que ils se sont bien mobilisés, certes, mais peut-être pas assez pour tel ou tel camp, pour avoir une majorité importante. C'est que je pense en que fait, le citoyen, il vote pour un des rereprésentés des partis. Il y a quand même pas mal de partis là, comme ça. D'accord, mais il y en a beaucoup. Donc visiblement, il a le choix. Donc à un certain moment, je pense qu'il faut, et ça c'est peut-être mon passage en politique en même temps code. Je tiens à le préciser. Oui, on a Ehud Amadou et Jean-Michel Fauvergue qui ont été à un moment politique et vous en êtes un peu ressortis en même temps, c'est le cas de le dire, dans tous les sens du terme. Et donc du coup, ce passage en politique me fait dire que moi, à un certain moment, oui, c'est bien d'accuser les hommes politiques, les hommes et les femmes politiques, mais il y en a qui font des trucs, qui s'investissent, qui font des trucs très importants, et puis il y a derrière le citoyen qui, quelquefois, je m'excuse de le dire, mais certains font n'importe quoi aussi. Allez, 0826 300 300 si vous voulez réagir comme notre auditeur Béranger, vous le faites, vous nous appelez, on est là, on est les vraies voix de l'été et on revient tout de suite avec les 3 mots de l'actu de Félix Mathieu. À tout de suite. Judith Belair, Frédéric Brindel. Vous êtes bien sur Sud Radio et nous, on est là, on est bien avec vous et tout de suite, c'est les 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Vos 3 mots du jour, Félix Mathieu, démission, rêve et baignade. Démission acceptée, le gouvernement Attal sera dès ce soir en charge de gérer les affaires courantes et ça va sans doute durer jusqu'à la fin des JO dans un mois. Mon rêve se réalise, les mots de Kylian Mbappé présentés officiellement aux supporters du Real Madrid, c'était en début d'après-midi. Et puis la fameuse baignade dans la Seine d'Anne Hidalgo, c'est pour demain normalement. Après la ministre des Sports, la maire de Paris attendue dans le fleuve avec Tony Estanguet et le préfet de région. Les vraies voix Sud Radio. Pas de réforme, pas de grande annonce. À partir de ce soir, le gouvernement Attal est désormais considéré comme démissionnaire, c'est-à-dire en charge de gérer les affaires courantes, expédier le tout venant et pas plus. Ça pourrait durer comme ça jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Le 11 août, a laissé entendre Emmanuel Macron ce matin au Conseil des ministres. Le temps de trouver une nouvelle majorité et donc le futur gouvernement qui irait avec. À gauche, en tout cas, ça retoque à tout va. Après la présidente de la Réunion, retoquée par le PS pour Matignon, eh bien c'est les Insoumis qui trouvent la spécialiste du climat Laurence Tubiana trop Macron compatible. Les socialistes doivent se détacher de la France insoumise, plaide le ministre de la Santé sortant et désormais député Horizon de la Seine-et-Marne, Frédéric Valtou. Le sujet, c'est comment on passe, s'agissant du nouveau Front populaire, de moins de 200 députés à 289 députés, voire au-delà, c'est-à-dire à la capacité à trouver une majorité. Or, le Parti socialiste et d'autres partenaires du nouveau Front populaire, je pense, sont en train de se rendre compte que tant qu'ils voudront travailler avec les députés LFI,
ils ne trouveront pas dans aucun groupe de l'Assemblée nationale des partenaires pour permettre de venir en soutien, en appui des propositions qu'ils portent. Et je pense que il va falloir que, et notamment chez les socialistes, on accepte de se détacher des insoumis pour envisager une autre coalition. Une sorte de grande coalition des modérés des deux bords finalement. Eh bien, ce sera le thème du coup de projecteur des Vraies Voix Sud Radio à 18h40. Frédéric Valletoux, ministre de la Santé et député de la Seine-et-Marne, qui était au micro de Benjamin Glaise ce matin sur Sud Radio. Car oui, c'est une particularité d'avoir un gouvernement démissionnaire. Les ministres peuvent en même temps occuper leurs fonctions à l'Assemblée s'ils y sont élus. C'est donc comme ça qu'on a par exemple aussi un Premier ministre, Gabriel Attal, qui est en même temps président du groupe Renaissance. Bon, le deuxième mot, rêve. Kylian Mbappé a été présenté officiellement aux supporters du Real Madrid en milieu de journée. Ambiance des grands jours au stade Santiago Bernabéu avec 80 000 supporters madrilènes et beaucoup d'émotions forcément pour le capitaine de l'équipe de France quelques semaines après ses adieux au PSG. Wow, es increíble de estar aquí. Ha dormido durante muchos años con... C'est incroyable, dit-il. C'est incroyable d'être ici. J'ai dormi plusieurs années avec le rêve de jouer au Real Madrid. Aujourd'hui, mon rêve se réalise. Je suis un garçon heureux, très heureux. Les premiers mots de Kylian Mbappé pour son arrivée en grande pompe à Madrid, en présence notamment de Zinedine Zidane, invité d'honneur, très ému, lui aussi, lui qui aurait voulu faire venir Mbappé à Madrid en son temps. Je vais donner ma vie pour ce club, a aussi lancé l'international tricolore. C'est impressionnant. On est un mardi en pleine semaine. Il y a 80 000 personnes. Ils ont sorti toutes les coupes, tout ça. Ancienne sportive de haut niveau, donc Aude Amadou. C'est des moments rêvés, surtout si depuis qu'il est gamin, il rêve de ce club. Là, c'est un aboutissement, c'est du travail, beaucoup de travail. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et je peux comprendre toutes les émotions. On espère qu'il va se remettre à faire des buts aussi, non ? Ça va le recentrer un petit peu. Est-ce que ça va lui redonner Jean-Michel Fauvergne, est-ce que ça va le recadrer un peu ? Parce qu'il s'était un petit peu oublié ces derniers temps. Oui, non, je pense qu'il était malheureux il l'a dit lui-même, il était malheureux dans son ancien club et donc voilà. Et effectivement, il n'était pas en forme sur la dernière compétition. J'espère que oui, ça va le motiver. C'est dommage qu'on l'ait perdu. Alors quand même le troisième mot, baignade. Comme premier, Anne Hidalgo est attendue dans la scène C'est un sujet que j'adore. Oui, retenez bien la date, 17 juillet 2024. Demain, à quelques jours des Jeux Olympiques, la maire de Paris devrait tenir enfin la vieille promesse jamais tenue de son illustre prédécesseur Jacques Chirac. J'irai me baigner dans la Seine, devant témoins. Bon, 36 ans après, finalement, c'est Anne Hidalgo qui s'y colle, barbottée dans la Seine, comme pour rassurer sur l'état de l'eau où devront bientôt nager les athlètes olympique. Il faut dire que lors de la baignade de la ministre des Sports il y a quelques jours, on était plutôt sur du verdâtre que sur du turquoise de carte postale. Alors les athlètes vont peut-être devoir se médicamenter pour éviter d'attraper des choses peu ragoûtantes, nous explique Jean-Claude Oliva, c'est le directeur de la coordination pour l'eau en Ile-de-France. Les risques, c'est les gastro-entérites, c'est les otites, c'est des irritations cutanées. Tous ces risques-là sont bien réels. Ils ont des vaccins que la plupart des gens n'ont pas, comme contre la leptocirrhose, par exemple. Ils prennent des probiotiques, voilà, exactement. Ils prennent des probiotiques. Enfin, voilà. Eux sont vraiment très soutenus. Et puis après, ils sont suivis aussi. Heureusement pour eux. Les Jeux Olympiques. Jean-Claude Oliveira, directeur de la coordination pour l'eau en Ile-de-France, au micro de Thierry Guerrier et de Joseph Ruiz ce midi pour les JO dans tous leurs états. Bon, ce sont les triathlètes et les nageurs longue distance qui vont y avoir droit. Donc bon, ils ont des probiotiques. Attention, parce qu'il ne faut pas être déclaré positif. Ça empêche la gastro ? Oui, un petit peu. Si on a des bactéries surtout. Si on a des bactéries. Ça sera un bel exploit, Catherine Evrard, pour Anne Hidalgo, qui va plonger. N'en parlez pas. Vous adorez. Non, mais c'est d'un ridicule achevé. Elle s'est fait doubler au poteau par l'autre ministre qui est très souriant. Amélie Oudéa-Castéra. D'ailleurs, il a été demandé... Il a été demandé au maire adjoint chargé des sports. Il a dit, on lui a demandé à Pierre Rabadan, mais elle a été doublée et tout ça. Et il a astucieusement répondu, oui, mais là, ça sera une baignade collective. Sous-entendu, c'était un... Voilà. Mais c'est-elle faire la brasse coulée c'est-elle nager la brasse coulée, notre ami Hidalgo ? Parce qu'avec tous les détritus qu'il va falloir qu'elle évite. Non, mais ce qu'il y a, c'est que... C'est pas terrible, la Seine. Moi, j'y étais il y a 2 jours. Une petite gastro, tiens. Sur une péniche, donc je peux vraiment vous parler de ce que j'ai vu passer. C'est non seulement ridicule, mais en plus, ils vont tous avoir la diarrhée, et donc ça va...
Alors, il y aura le préfet de région aussi. Il y aura le préfet de région aussi, voilà, pour être totalement complet. Vous êtes en train de vos 3 mots, vous. On peut arrêter de parler de gastro-entérite ou pas? Le préfet de région va y aller aussi? Oui, le préfet de région, Tony Estanguet, président du comité d'organisation des JO. Bon, je peux faire mon teasing, les amis, ou pas? Merci. Teasing, James David Vance, que Trump vient de désigner comme colistier, appartient à une tendance plus populiste de la politique républicaine et c'est l'un des membres les plus isolationnistes du Parti républicain. Il prône la priorité nationale, incluant notamment une position dure envers l'Ukraine. Alors notre grand débat s'ouvre dans un instant autour de cette question. La possible réélection de Donald Trump est-elle pour vous, chers auditeurs de Sud Radio, 1, une catastrophe, 2, un danger, 3, sans conséquence, 4, une chance? La tendance, c'est la tendance, si vous me permettez d'y retourner, écoutez, c'est une chance à 82%. Et voilà. Alors pour nous éclairer, nous aurons Jean-Claude Beaujour, avocat aux États-Unis, président du Forum transatlantique. Les Français ont-ils raison de redouter l'élection de Donald Trump? Juste avant une petite pause, allez chez nous sur le contenu, cher Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Allez-y. Donc, oui. Allez-y. Bonjour à vous, parce qu'il est 6h de moins à Washington, mais je suis aussi un habitué du plateau de Sud Radio. Je tenais à le préciser. Est-ce que les Français... Est-ce que c'est une catastrophe, un danger? Est-ce que c'est sans conséquence ou une chance, l'élection potentielle de M. Trump? Je crois que sur la politique étrangère, il y a un véritable questionnement. Vous parlez de J.D. Vance, qui pourrait être le vice-président des États-Unis. Il avait déclaré à un moment qu'il était pour lui l'affaire en Ukraine, c'était d'un intérêt mineur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai qu'il y a une position républicaine qui est plus centrée sur les États-Unis, qui est plus centrée sur le rapport avec la Chine, et les Européens sont des partenaires, non pas des partenaires privilégiés, mais des partenaires qui devront payer pour leur défense, avec lesquels on a le sentiment qu'il n'y a pas une histoire aussi forte qu'on pourrait le penser. On en parle dans un instant, Jean-Claude Beaujour, et bon réveil à vous avec le décalage. Vous y êtes là-bas. Merci, à tout de suite. 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez, c'est les vraies voix de l'été. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Le grand débat du jour, c'est tout de suite. Depuis la tentative d'assassinat dont il a été victime, les marchés de prédiction placent Donald Trump à 71% d'intention de vote pour les présidentielles américaines, tandis que son adversaire Joe Biden a connu une forte baisse. J.D. Vance, que Trump vient de désigné comme colistier, est passé de l'un de ses plus féroces critiques à un allié fidèle. Il appartient à une tendance plus populiste, étant par exemple fermement opposé à l'avortement et à l'immigration. Il prône une politique de America First qui vise à prioriser les intérêts des États-Unis au détriment des autres nations, y compris l'Ukraine. La victoire de Trump au présidentiel signifiera un virage significatif dans la politique intérieure et étrangère américaine, ce qui inquiète les marchés européens. Notons que M. Zelensky a accepté d'échanger avec la Russie pour la première fois ce matin. Parlons vrai, chers auditeurs de Sud Radio. L'homme a très mauvaise presse en France. Donald Trump essuie une pluie de critiques régulièrement, mais même quand il essuie une pluie de balles de fusil, il reste debout. Son retour à la Maison Blanche semble inéluctable. Aussi, nous vous posons la question. Hashtag élection américaine, hashtag J.D. Vance. La possible réélection de Donald Trump est-elle 1, une catastrophe, 2, un danger, 3, sans conséquence, 4, une chance? Vous répondez. Et pour vous, chers auditeurs, vous dites que c'est une chance à 83% sur X. Vous continuez à voter, vous nous appelez pour réagir au 0826 300 300. Pour en parler, nos 3 vraies voix, Jean-Michel Fauvergue, Catherine Evrard, Aude Amadou et notre invité, Jean-Claude Beaujour. Jean-Claude Beaujour, bonsoir. Vous êtes avocat aux États-Unis et président du Forum transatlantique, spécialiste de la vie politique américaine. Alors, déjà, répondez pour nos auditeurs, si vous voulez bien, à la question. Pour vous, est-ce que cette réélection potentielle de Donald Trump est une catastrophe, par exemple, ou une chance pour les États-Unis? Oui, pour le monde. Une catastrophe pour l'Europe. En tout cas, il y a un vrai risque, puisque je venais de dire que l'Amérique telle qu'elle est vue par M. Vance ou bien par M. Trump, c'est d'abord une Amérique qui pense à ses propres intérêts, même si on pense toujours à ses propres intérêts, mais où l'Europe n'est pas une priorité numéro 1 pour un certain nombre de populistes américains. Donc ça, c'est une réalité pour nous. Après, il y a malgré tout des institutions, il y a malgré tout des intérêts. Vous savez que la politique de défense
France, puisque je pense à ça dans cette relation transatlantique, facilite beaucoup l'industrie de l'armement américain. Donc, forcément, il y a un point d'équilibre qu'ils trouveront. Donald Trump l'a déjà montré, ça n'est pas non plus un idiot, c'est un homme d'affaires avisé. Il sait atterrir sur ses pieds. Donc, je pense qu'un certain nombre de déclarations sont plus ou moins en notre défaveur pendant la campagne, mais la réalité, le pragmatisme va reprendre ses droits s'il devait revenir à la Maison Blanche. Alors, nos trois vraies voix, même chose, un petit tour de table. Aude Amadou, ça serait quoi s'il revenait? Moi, je rejoins un peu ce que disait Jean-Claude, mais je voudrais juste donner un exemple, c'est-à-dire qu'on pense que si Trump revient au pouvoir, la politique étrangère américaine va changer, mais est-ce qu'elle a réellement changé quand c'était Biden? J'en suis pas sûr, parce que si on reprend l'épisode des sous-marins, avec l'affaire AUKUS, moi j'avais pu échanger avec des sénateurs qui nous ont dit it's just business. Donc les intérêts de l'Europe, dans tous les cas, ils sont affaiblis dans cette relation entre la Chine et les États-Unis. Donc que ce soit Biden ou que ce soit Trump, peut-être que la forme va changer, mais le fond restera le même, pour ma part. Catherine Ovrin. Oui, alors moi ce que je trouve bizarre également, c'est que les marchés financiers n'ont pas l'air de censurer Trump, éventuellement président de la République. Quant à notre ami Vance, moi je me suis un peu plongé sur sa biographie, c'est pas inintéressant, hein. Il a été dans les commandos de marine, il a fait des bonnes études de juridiques, il est dans le business, il a eu des échecs, comme Trump d'ailleurs. Je rappelle qu'avoir des échecs c'est toujours positif. Maintenant, effectivement, il y a un truc qui m'énerve moi, c'est qu'il soit barbu, excusez-moi. Bien que je dise quelque chose. Ça va rien changer, Catherine. Oui, ça change rien. Oui, Jean-Claude Beaujour, vous vouliez dire? Oui. Non, pour une taquinerie, c'est de la discrimination, on va vous poursuivre. Non, cher monsieur, dans mon métier, là, j'ai fait couper des barbes, mais je vais vous avouer que j'ai des clients qui ne prennent pas de barbu. Et alors, Catherine Ovrin, je rebondis sur ce que vous dites, parce que c'est quand même ce monsieur, un ancien critique de Trump acéré, il a dit de lui que ça serait un type qui serait, en 2016, il l'a critiqué. Jamais pro-Trump. Il a également qualifié dans le passé le mania d'idiot, de nocif. Il a même dit de lui qu'il était l'Hitler de l'Amérique. Jean-Michel Fauvergue, pour un retournement de veste, c'est pas mal quand même. L'Hitler de l'Amérique. Oui, enfin les retournements de veste, ça prouve qu'il n'y en a pas qu'en France. C'est la politique. En termes de politique, ça prouve qu'il n'y en a pas qu'en France, non. Oui, après les carrières quelquefois sont plus importantes, et puis et sans parler de carrière, il y a ensuite des stratégies et des alliances qui sont nécessaires. Mais pour répondre à la question, moi je pense que c'est une chance c'est une chance parce que c'est justement une catastrophe du point de vue européen, je pense, et que on va être obligé à un certain moment. On a déjà commencé à le faire quand même. On va être au niveau européen obligé de commencer à se bouger et à le faire en bloc plus uni au niveau européen qu'on ne le faisait auparavant. Parce que si on a effectivement une baisse de l'aide américaine à l'Ukraine ou une disparition de l'aide américaine à l'Ukraine, il faudra bien continuer à l'aider, il faudra bien continuer à se structurer aussi. Là, je pense que pour la défense, mais pour dans d'autres systèmes aussi, et en particulier au niveau économique, et pouvoir mieux se protéger, quoi. Bon, alors, Jean-Claude Beaujour, nous avons eu une réaction au 0826 300 300 d'un auditeur. Écoutez ce qu'il dit et on a besoin de votre avis. Écoutons Richard. Oui, Richard Toulouse. Lors de la première élection de Donald Trump, j'étais aux États-Unis jusque quasiment la fin de la campagne. Et en fait, comme bon français, je pensais dur comme fer que M. Trump était quelqu'un d'exécrable, antisocial et pas humain. Et en fait, lorsque j'ai rencontré des gens, je travaille dans un milieu qui est un milieu industriel, avec des gens de tout niveau. En fait, j'ai réalisé en fait que Donald Trump, c'est le candidat plutôt des mal lotis, des pauvres. Et je crois qu'on comprend pas en France où se situe Trump. Alors, Jean-Claude Beaujour, donc réaction ? Alors, deux choses. Je pense qu'on juge, ou en tout cas beaucoup ont jugé Donald Trump sur ses déclarations
politique, non pas sur son savoir-être. C'est vrai que c'est un homme pas très agréable, mais c'est surtout sur sa dimension politique qu'il a été jugé, les prises de position qui ont pu être les siennes. Moi, je voudrais retourner et vous dire juste une chose sur le deuxième point. Vous dites c'est le candidat des pauvres. Non, il faut pas se tromper. Bien sûr, il y a un certain nombre de personnes qui sont des milieux populaires, mais vous avez énormément de gens qui sont cultivés, qui sont ce qu'on appelle chez nous des CSP et qui votent Trump. On ne peut pas être à ce niveau de résultats en se disant ce ne sont que les pauvres Américains. Non, ce sont pour beaucoup des Américains qui considèrent, par exemple, pour un certain nombre, que l'Amérique est en déclassement, que l'Amérique, n'oublions pas qu'il y a une lutte entre la Chine et l'Amérique pour avoir la première place de puissance du monde. Donc c'est cela qui se joue dans la tête de beaucoup. Il y a la question de la réindustrialisation. Certes, il y a les déserts industriels avec tous les problèmes que cela pose, mais ce ne sont pas que cela. C'est aussi une vision de l'Amérique, c'est aussi une vision religieuse de l'Amérique. Et là, ça n'est pas qu'une question de pauvreté. J'ai passé du temps dans l'Utah. Je peux vous dire que ce ne sont pas des pauvres, mais en revanche, ce sont des gens qui sont des traditionalistes, je dirais cela comme cela. Donc, il faut bien garder en tête que ce ne sont pas que des pauvres et les démunis. C'est une vision de l'Amérique qui s'exprime et qu'on entend comme cela. Audamadou, notre auditeur Richard, il dit que il a finalement compris que c'était moins pire que ce qu'il croyait Trump. Je rappelle tout de même qu'il est anti-avortement, anti-immigration, qui dit que c'est le sud des États-Unis qui l'intéresse avant l'Ukraine, c'est-à-dire que c'est le mur qu'il est en train d'édifier depuis quelques années pour empêcher les Mexicains d'accéder au territoire. Bon bref, sa concentration, elle est quand même très très claire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors moi, ce qui me dérange, c'est qu'on parle en tant que Français. Donc et les Américains, on a une culture complètement différente. Le point de vue sur la société n'est pas du tout le même d'une autre. Donc c'est vrai que ça peut paraître une chance, pas une chance. Enfin, on est quand même mal placé français alors qu'on a de grosses différences culturelles dans le mode de. On n'a pas de service public. C'est un pays qui est entièrement privé. Donc moi, ça me dérange un peu de poser la question en tant que Français, alors que pour y avoir été souvent, culturellement, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas du tout la même culture que les Américains. Et Catherine Navarre. Et en prime, on oublie simplement qu'il y a pratiquement deux partis, puisque ils font à eux deux 90%. Et donc, il y a 90% des démocrates qui détestent les républicains et 90% des républicains qui détestent les démocrates. Alors, de toute façon, c'est assez ingouvernable déjà là-bas. Mais moi, je suis d'accord tout à fait avec Laure. C'est Aude. Avec Aude. Oui, mais je sais avec qui je vous confonds. Oui, moi aussi, j'ai compris. Mais, marqué dans une dernière émission ici, on m'a appelé Janine pendant toute l'émission, ça m'a pas gêné. C'était Bilger. C'est pas vrai. Il est comme ça, Philippe Bilger. Il est comme ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on arrête de critiquer les Américains quand on n'a pas ou vécu là-bas ou travaillé pour les Américains, parce qu'il n'y a pas que du mauvais. Voilà ce que j'ai envie de dire. Il n'y a pas que du mauvais. Jean-Michel Fauvargue, là, on parle des Américains, mais à la base, on parlait de Trump quand même, non ? Oui, c'est vrai. Oui, mais il est américain aussi. Il paraît. Oui, non, mais j'entends tout ce qui est dit et d'ailleurs je vois que le fait d'avoir le bipartisme n'apporte pas forcément des solutions aussi. Donc ça, c'était pour un petit clin d'œil à notre politique nationale aujourd'hui. Mais moi, il me semble que si on regarde l'histoire des États-Unis, ça a été des histoires, une histoire de cycle où les États-Unis se repliaient sur elles-mêmes, ensuite voyaient mieux à l'extérieur et devenaient plus océanistes, etc. Donc c'est une histoire de cycle et là nous avons un candidat qui est sur ce cycle-là et avec des Américains qui d'ailleurs le dénominateur commun des Américains, c'est effectivement America First. Puis on a surtout un Biden qui est très fatigué. Moi, pour l'avoir rencontré au 80e anniversaire sur son discours de la pointe du Hoc, j'ai été choqué. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui Trump est une chance face à un Biden qui veut pas laisser sa place ? Enfin, moi, un homme très fatigué qui marche très lentement. On a bien compris, c'est pas si simple que ça, quoi. Donc, 0826 300 300, vous nous appelez, vous réagissez. Béranger, vous êtes toujours avec nous ? Toujours. Ah, alors Béranger, justement sur cette image du président, du futur peut-être président, pardonnez-moi, américain, Donald Trump vu de la France. Est-ce que vous pensez qu'effectivement on est mal positionné pour donner notre opinion ?
C'est vrai que la culture américaine et française sont quand même très différentes. Néanmoins, je rejoins un petit peu ce que disait Monsieur Fauvergue, qui rejoint lui-même ce que je disais avant, c'est-à-dire que le bipartisme, ça crée une impasse politique au bout d'un moment. C'est-à-dire que les citoyens américains qui sont fermés entre démocrates et républicains alternativement, on voit bien carrément ils sont coincés comme nous allons être coincés quand on aura un bloc central et les oppositions. Ça c'est parti sur Donald Trump spécifiquement. Alors pardonnez-moi. Allez-y, terminez votre phrase. Pardon. Le point positif dans cette histoire, c'est que M. Trump est quand même un isolationniste. Donc, moi, à mon sens, ça vaut mieux pour l'Europe et pour la France. Ça n'empêchera pas M. Fink et BlackRock d'avoir leurs entrées à l'Élysée auprès de M. Macron, malheureusement. Ça, il faudrait que ça cesse aussi. Si M. Trump nous entendait, pouvait faire un petit quelque chose, ça nous arrangerait, nous autres Français, de payer des privés pour donner des conseils sur les privatisations des retraites, par exemple, ce genre de choses. Voilà, moi, plus le président est isolationniste, moins il est en expansion militaire et économique à l'extérieur des États-Unis, et mieux ça vaut pour la stabilité et la paix dans le monde. Merci Béranger. On est obligé de se quitter. Restez avec nous. Restez tous avec nous. On va continuer tout le monde, le débat. Jean-Claude Beaujour, mais on se quitte pour quelques instants parce que le Tour de France est en train d'arriver. Agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs, présente Sud Radio fait son Tour de France. C'est la 16e étape, Gruissant-Nîmes, 188 km 600, ça arrive au sprint, Vincent Barthaud. Oui, effectivement, après la traversée des Pyrénées, l'organisme a énormément souffert. On a musardé un petit peu après cette journée de repos, mais il faut bien se remettre dedans. Il y a beaucoup d'équipes de sprinters qui sont avides, effectivement, d'une dernière explication, alors que là, on a vu une chute du maillot vert, Binyam Girmay, qui a chuté tout à l'heure un petit peu dans les derniers kilomètres. Les Uno X sont en train d'amener pour leur leader Alexander Kristoff. Il y a aussi Wout van Aert et surtout Van der Poel qui est en train d'amener pour Jasper Philipsen. Est-ce qu'il va aller gagner? Jasper Philipsen est en train de prendre beaucoup de mètres d'avance pour l'instant avec un retour sur son côté. Non, Jasper Philipsen qui va signer, je pense, si je me rappelle bien, si ma mémoire est bonne, sa 4e ou 3e victoire sur ce Tour de France. Voilà, victoire de Philipsen devant Phil Bauhaus. C'est donc effectivement le point chaud du jour, c'est la chute du maillot vert, Binyam Girmay, mais qui avait pas mal de points d'avance. Merci. Oui, alors, merci Vincent. Oui, Vincent, oui. Oui, il y a eu une petite chute parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y avait un peu de rond-point dans le dernier kilomètre et il suffit qu'un coureur qui glisse pour justement emmener quelques coureurs et malheureusement, Binyam Girmay est tombé, mais sans gravité, il faut le rappeler. Merci. Allez, on vous rappelle la question de notre débat du jour. La possible réélection de Donald Trump est-elle pour vous une catastrophe, un danger sans conséquence ou une chance? Vous répondez au 0826 300 300 et sur X. Sud Radio fait son Tour de France. Avec agriconomie.com, le site partenaire des agriculteurs. Alors, pour continuer cet échange justement, on va s'intéresser un petit peu à la personnalité de J.D. Vance aussi, qui a 39 ans, qui est un ancien militaire, qui est un auteur à succès, qui est sénateur maintenant et qui a un petit peu ce que le rêve américain nous donne comme vision du possible, n'est-ce pas, Jean-Claude Beaujour? Oui, c'est aussi un juriste. Il a fait ses études à la prestigieuse Université de Yale. Il est aussi marié à une Américaine d'origine indienne, une avocate californienne. C'est intéressant parce que ça montre un peu toute la palette chez les républicains parce que voyez-vous, on a dit que l'un des points centraux de la campagne des républicains, c'est faisons attention à ce qui se passe au sud des États-Unis, c'est-à-dire aux frontières. Donc attention à l'immigration. Mais en même temps, il est capable de dire, oui, mais moi je ne suis pas contre la présence des Américains les plus divers. Je ne suis pas raciste comme on veut le dire. Et la question a été posée à un certain nombre d'Américains hier à la Convention. La preuve, c'est que sa femme est d'origine indienne. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'il y ait, c'est ce que disent un certain nombre de républicains, c'est qu'on ait des gens qui viennent déstabiliser notre structure sociale. Donc on voit bien que il y a
y a une ligne politique qui est très claire. C'est l'Amérique telle qu'elle existe et aujourd'hui, et c'est ce besoin de se retrouver sur cette histoire américaine. C'est ça la personnalité de J.D. Vance. Pour le mot de la fin, Jean-Claude Beaujour, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, être isolationniste, ça ne veut pas dire être raciste, quoi. Ben, en tout cas, c'est moi je vous dis, c'est pas ma traduction, mais c'est exactement ce que disent un certain nombre de républicains, c'est qu'ils veulent de cette Amérique où ils ont la foi. Vous savez, quand on a regardé hier à la convention, il y avait une des gouverneurs qui intervenait avec, mais ça peut ou pas choquer. Ce qui est intéressant, elle l'a fait à dessein, c'est qu'elle avait sa croix, elle portait très ostensiblement sa croix sur son vêtement. C'est un marqueur du Parti républicain tel qu'il existe aujourd'hui. Ça n'est plus le Parti républicain d'antan. Je voudrais aussi préciser par rapport à ce qui a été rapidement, s'il vous plaît. Oui. Le bipartisme, la grosse différence aujourd'hui, c'est qu'effectivement le Parti républicain est devenu beaucoup plus populiste qu'il ne l'était, et c'est le Parti démocrate qui a récupéré un certain nombre de thèses qui étaient défendues anciennement par le Parti républicain. Merci Jean-Claude Beaujour. Je rappelle que vous êtes avocat aux États-Unis, président du Forum transatlantique, les spécialistes de la vie politique américaine. Merci d'avoir participé une voix qui compte à ce débat. Oui. Vous restez avec nous parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer avec Béranger, notre auditeur fil rouge. Oui. C'est le quiz de l'été dans un instant, donc restez avec nous. 17h51 sur Sud Radio, et qu'est-ce qu'on fait à 17h51? On joue 0826 300 300, vous nous appelez pour être notre auditeur fil rouge et puis pour jouer face à nos vraies voix. On est toujours avec Béranger. Béranger est prêt? Oui, je suis prêt. Béranger, il va falloir choisir une de nos 3 vraies voix. On vous les rappelle: Aude Amadou, Catherine Evrard, Jean-Michel Fauvergue. Et alors, vous faites un duo, on est d'accord, duo contre duo. Et le thème aujourd'hui du quiz, c'est le soleil. Parce qu'il nous manque tellement de soleil, je me suis dit. Soleil. On va. Bah oui, allez-y. C'est très bien. Allez-y, voilà. C'est parfait. Mais non, je l'ai pas dit. Ah non, je l'ai pas dit. Oui, c'était le schmilblick, ça. Non, mais c'est marrant. Alors, qui choisissez-vous, Béranger? Je vais être assez traditionnel. On va faire un clan garçon avec Monsieur Fauvergue. À mon avis, c'est un mauvais choix. On va gagner. Trop facile. Béranger, je sais pas, je suis pas sûr. Hein. Jean-Michel, concentrez-vous. Je me concentre. Alors donc, d'un côté, Jean-Michel et Béranger, et de l'autre, Aude et Catherine. Attention. Alors, je vous le redis, j'ai pas fait exprès. Extrait numéro 1. Jennifer. Voilà, on aura sauvé l'honneur. Comment ça, on compte pas? On aura sauvé l'honneur. Si. Ça fait 1-0. Mais ça permettait d'anticiper à tout le monde. Mais tout le monde pouvait anticiper à même niveau. Donc, pour le coup. Vous n'écoutez pas Jennifer, Jean-Michel Fauvergue? Non, celle-là, je la connaissais pas. Aude a été très rapide, excusez-moi. Bon, 1-0, l'équipe vainqueur est celle qui arrive la première à 4 points. Ça nous laisse du temps. Et on gagne une baignade dans la Seine. À 4 points. J'ai dit, ne me faites pas dire. Avec des probiotiques. Extrait numéro 2. Villa. Comment? Non, Béranger. Putain. Ah non, ça c'est pas, ça marche pas, ça, Jean-Michel. Moi, j'étais pas né. Ça peut pas être Adamo. Non, c'est pas Delpech. Non, c'est pas Adamo, c'est pas Delpech. Oh là là. Allez, Béranger, vous n'êtes pas loin. Si c'est pas Delpech, c'est c'est un Michel. Oui, c'est un Michel. C'est un Michel. Allez, Fugain. Non, Fugain, oui. Mais c'est bien, parce que c'est Jean-Michel qui trouve et Béranger avait un petit peu dit Michel. Non, mais c'est bien. Il a donné le prénom, j'ai donné le nom. C'est une équipe, ça. C'est un travail d'équipe. Un partout. Extrait numéro 3. Philippe Laville. Catherine. J'aurais jamais trouvé. Évidemment, mon copain. J'en connais un autre dans le studio qui aurait trouvé en 2 secondes. Ne faites jamais de blind test avec Maxime, notre réalisateur. Maxime Sénat, qui est le meilleur spécialiste de Formule 1. Bien sûr. Des bambous. Alors, ça fait 2-1 pour l'équipe des filles, donc voilà. Allez, extrait numéro 4. Jocelyne Bérard. Non. Il est dur, le quiz du jour.
Ouais, c'est chanteuse de jazz. Oui, c'est une magnifique chanteuse de jazz belge qui nous a quittés il y a peu de temps. Ah, c'est Morane. C'est Morane. Carrément là. Ah ben ça va. En même temps, à deux, on trouve des noms, un prénom. Oui, c'est ça. Il y a eu des arrangements. Mais non, elle est entre équipes. Attention, là, c'est l'animateur qui t'a aidé. Attention, c'est ce qu'on appelle maintenant, mes chers amis, une balle de match, puisque ça fait 3-1 pour l'association Aude Catherine. Numéro 5. J'ai attrapé des coups de soleil. Cochiante. Cochiante, Richard Cochiante. Ah voilà, je t'ai dit la bonne réponse de Aude Amadou, c'est gagné pour ces dames. Oui, Catherine. Au pouvoir. Pardon. Bravo Béranger. Je m'avais dit pour la scène. Béranger, il n'était pas loin à chaque fois. Il avait l'élément de réflexion. Allons-y. Spécialement pour Béranger. Et juste à vous, parce que vous êtes notre auditeur et on privilégie. Essayez, vous seul, essayez de nous donner l'interprète de ça. Oh, facile. Bien sûr, Etienne Dao. Voilà. Et on va voir si vous faites la passe de 2, celui-ci. Pardon? Calogero? Oui. Considérons que c'est une petite défaite 4-3. Et bravo à Béranger quand même. Allez, 0826 300 300. Merci à vous. Merci à vous, Béranger. Si vous voulez jouer avec nous, si vous voulez réagir, parler vrai sur Sud Radio, vous le savez, c'est votre radio. Vous nous appelez 0826 300 300. Je le rappelle, dans pas longtemps, ça va être le tour de table de l'actu des vraies voix. Et juste avant, ça sera, vous avez la parole. Surtout, restez avec nous. Sur 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Félix Mathieu, les opposants aux bassines convergent de nouveau dans les Deux-Sèvres et ça inquiète les organisations agricoles. Oui, des centaines d'opposants à ces bassines sont arrivés à Melle pour y mettre en place leur village de l'eau au moment de militantisme contre ces réserves de substitution censées permettre de maintenir les capacités d'irrigation en cas de sécheresse. Alors les forces de l'ordre sont sur le qui-vive forcément. D'un autre côté, la coordination rurale, le syndicat agricole dit craindre les dégradations de matériel. La coordination rurale qui lance même un appel à manifester dans les Deux-Sèvres. Bonsoir Damien Brunel. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Bienvenue. Oui, vous êtes le président de France Grande Culture, soit la branche céréalière finalement de la coordination rurale. Vous inquiétez-vous d'un risque d'affrontement? Certains agriculteurs pourraient être tentés de défendre leur matériel tout simplement? Oui, tout à fait. Alors, on a très peur que se reproduisent les mêmes phénomènes que depuis... ça s'est reproduit à Sainte-Soline à plusieurs reprises. Les agriculteurs sont victimes de dégradations sur leur matériel, sur leurs biens professionnels. Bien souvent, il n'y a aucune assurance possible et il y a des gens qui viennent pour saccager. Nous, à France Grande Culture, on essaie de proposer une solution raisonnable. On a eu le directeur de cabinet de Agnès Pannier-Runacher hier, et on lui fait une proposition qui serait de nature à désamorcer les extrémistes de toute nature. Ce serait très simple. Il s'agirait que l'État s'engage à faire réparer très rapidement chez les agriculteurs, à les dédommager, ne pas attendre qu'il y ait des assurances, des procédures juridiques, judiciaires, tout ce que l'on veut. Non, il faudrait faire savoir aux casseurs que tout ce qui sera cassé sera systématiquement indemnisé à sa valeur de remplacement tout de suite. Bon, alors réaction, justement, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Réaction autour de la table, Aude Amadou. Je réponds qu'à son gaiement. Moi, je pense qu'il faut déjà respecter les lois et je pense que Jean-Michel ira dans mon sens. Mais on va vous indemniser, allez-y, venez tout casser. Oui. Moi, c'est le message que je retiens. Pour moi, c'est pas un bon message. Catherine Aubard, sans compter que qui va payer une fois de plus? Vous allez voir, toujours les mêmes. C'est les contribuables. Jean-Michel Fauvergne, vous qui connaissez les casseurs. C'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux comme proposition. C'est pas très sérieux comme proposition et ça n'évite. Alors je vous rassure, ceux qui viennent pour casser, ils viennent pour casser. Ça n'évitera rien. Ce sont en général pas des manifestants, c'est des gens qui se greffent, un peu comme la Rémora se greffe sur le requin. Ils se greffent sur les manifestations pour visiblement casser. Alors et elle casse tout azimut, y compris chez vous. Donc, mais votre proposition n'est pas sérieuse parce que moi, en tant que contribuable, moi je veux pas payer pour ce que font les casseurs. Alors, ce que dit Damien Brunel, qu'on comprenne bien votre propos, c'est que vous craignez un risque d'affrontement envers les agriculteurs et les manifestants si on leur garantit pas cette indemnisation.
Mais il y aura quand même... Là aujourd'hui, on laisse croire aux gens qu'il va y avoir des assurances ou éventuellement que si on fait un procès, qu'il y aura quelqu'un qui va payer. Moi, ce que je constate, on a l'ancien président de la CR17 qui a eu d'énormes dégâts, M. Thierry Boucard, suite à des dégâts sur son stockage de l'eau. Il y a des casseurs qui viennent pour détruire en pensant qu'ils vont sauver la nature. Si ces casseurs-là savent que tout ce qui sera cassé sera automatiquement réparé aussitôt, alors moi, bien sûr, je ne suis pas d'accord que ce soit l'État qui paye. Moi, j'aimerais bien qu'on chope ces gens-là et qu'on les fasse payer. Mais dans l'état actuel de la France, j'ai des gros doutes sur le fait que ces gens-là, on va les attraper. On parle bien de manifestations interdites par la loi et qui ont lieu quand même. Oui. Alors, si vous laissez les agriculteurs penser qu'il faut laisser détruire, ne rien dire, là, nous, on ne peut plus arrêter nos adhérents et ils vont aller en effet à l'affrontement et ils vont faire justice eux-mêmes. Si c'est ça que vous voulez, moi j'essaie de trouver une solution de bon sens. Mais est-ce que le bon sens, excusez-moi Damien Brunel, ça serait pas simplement de les empêcher d'accéder à ces grandes bassines et de mettre un système de sécurité qui permette de les empêcher d'accéder? Ça n'a pas marché, ça. Vous avez essayé, ça n'a pas marché? Vous avez tous vu les images. Non, je parle des systèmes de sécurité. Je parle pas forcément des forces de l'ordre. Moi, je parle de vrais systèmes de sécurité. Avec la justice derrière qui punit. Allez-y, répondez. Excusez-moi. Je dis juste que nos champs, par principe, on est en train de renverser la situation. Nous, nos champs, ils sont pas fermés. C'est accessible à tous, quoi. Un champ par nature. Bien sûr, voilà. C'est le principe même d'un champ. C'est-à-dire que si vous nous dites pour sécuriser, il va falloir dérouler des milliers de kilomètres de fils de barbelés. Enfin, c'est pas possible. Non, c'était pas ça que je disais. Je parlais de sécuriser les bassines elles-mêmes avec des systèmes de sécurité qui ne soient pas non plus que des barbelés. Il y a des caméras, il y a toute une série de systèmes de sécurité qui existent aujourd'hui. C'est ce que dit monsieur. Catherine Evrard. Il y a tout simplement les fils électriques. Comment ça se fait qu'on arrive à empêcher les vaches de sortir? Moi, je me suis prise les pieds dans un fil électrique. Je vous garantis, quand ça vous arrive une fois, vous n'y revenez pas deux fois. On saute en l'air, c'est très puissant. Ça empêche d'entrer les sangliers. Pourquoi on met pas des trucs comme ça? Ça, c'est pas très cher. Alors allez-y, Damien Brunel. Je me permets d'insister, mais vous avez vu les images l'an dernier. En fait, là, en ce moment, pendant une semaine, vous avez des militants à qui on va expliquer comment détourner tous les systèmes de sécurité possibles. Il y a des formations. Le village de l'eau, entre autres, c'est ça. C'est comment casser, comment détruire pour engendrer le plus de dégâts possible pour que les systèmes d'irrigation ne fonctionnent pas. On a, grâce ou à cause du climat très humide, on a des réserves d'eau qui ont vraiment rempli leur effet. C'est-à-dire que les stockages de l'eau, on a stocké l'eau hivernale et on a beaucoup d'eau. Il y a des gens qui viennent pour tout abîmer et quand ils n'arrivent pas à accéder au fameux stockage d'eau, ils ont été jusqu'à l'an dernier, vous avez peut-être vu des images, ils ont creusé pour détruire des canalisations qui étaient enterrées. Oui, ça c'est une honte parce que l'eau est si précieuse aujourd'hui, effectivement, c'est assez honteux. Ouais. D'ailleurs, effectivement, parce qu'on parle des étés caniculaires comme les étés précédents, cet été-là, pour le moment, ne l'illustre pas, mais ça pourrait se multiplier à l'avenir avec le réchauffement climatique, d'où aussi, c'est pour ça aussi que vous défendez ces projets de bassines. Concernant là, l'été qu'on est en train de vivre, le printemps-été qu'on est en train de vivre, c'est pas représentatif, au contraire, ça a été très arrosé avec même des récoltes qui s'annoncent mauvaises, mais pour la raison inverse, pour le trop d'humidité, si on revient sur ce qui se passe cette année. Alors tout à fait. Voilà, on a eu des excès d'eau et un manque de luminosité. D'ailleurs, on le ressent même sur la santé des gens. Hein. On manque un peu de ce soleil, mais nos plantes n'ont pas eu une fécondation. Donc, on s'attend à des rendements pour les moissons de céréales qui viennent et qui sont en cours, à des rendements en baisse. J'attire votre attention sur le fait que ça fait partie des risques du métier d'avoir cette... De dépendre du climat. Et les agriculteurs le savent, et je fais partie de ceux qui acceptent, ça fait partie de notre métier. Par contre, toutes ces fluctuations de prix qui dépendent de décisions souvent très politiciennes et politiques, là sont très gênantes. On a le prix de nos céréales qui avait fortement baissé l'an dernier, notamment à cause de décisions généreuses, mais qui se font sur le dos du paysan encore une fois. C'est-à-dire que on veut aider l'Ukraine et qu'est-ce qu'on fait?
on fait exactement comme si l'Ukraine était déjà dans l'Europe. Donc, les Ukrainiens qui produisent dans des conditions sociales, environnementales, écologiques, entre nous, catastrophique. Merci. C'est pas les mêmes règles du jeu, effectivement. On entend bien votre message. Là, il avait raison là-dessus. C'est pas souhaitable parce que on est on est sur on est sur de l'industrie lourde. Quand j'entends des gens qui nous parlent de fermes usines en France, là, ils sont complètement déconnectés des réalités. Là-bas, des fermes de 100 000 hectares, ça existe. Allez, on vous remercie. Merci. Que vous êtes président de France Grande Culture. Damien Brunel, et c'est la section céréalière de la coordination rurale. Merci pour votre témoignage aujourd'hui. Vous restez avec nous dans un instant. C'est le tour de table de l'actu des Vrais-Voix 0826 300 300. Aude vous attend si vous voulez réagir. À tout de suite. 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Il est 18h19 sur Sud Radio et on est avec nos vraies voix. Oui, nos vraies voix du jour. Aude Amadou, Catherine Fauvergue, Jean-Michel... Catherine Fauvergue, vous êtes mariée. Ça y est, Jean-Michel Evrard. Alors vous intervertissez, donc ça devient Catherine Evrard et Jean-Michel Fauvergue. Et qu'est-ce qu'on fait tout de suite? Là, ils vont se mettre à nu parce que c'est en fait leur... Parlons vrai sur Sud Radio. Allez, c'est leur tour de table. Tour de table de l'actu des Vraies Voix. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Ça sent l'artiste à cette table, ça sent l'artiste. Je suis épuisé, moi. C'est horriblement fatigant d'être intelligent. Le tour de table. De l'actualité. Allez, Catherine Evrard, à vous, ça commence par vous. On reprend votre phrase, parce que vous nous avez envoyé ça. Asseyez-vous, sortez les pop-corn. Le nouveau Front Populaire se choisit un Premier ministre. Alors, allez-y. Info de dernière minute, ils ont choisi le nouveau Front Populaire, mais ils veulent pas donner le nom. Ça s'appelle un choix, c'est génial. Pardon, le Premier ministrable. Non, mais reconnaissez qu'on assiste, les chansonniers doivent s'en donner à cœur joie, franchement. Entre Huguette Bello, elle a refusé, vous me direz, mais enfin, qui était détestée par LFI. Ensuite, c'est Laurence Tubiana, macroniste compatible. Bon, alors elle devait remplacer Nicolas Hulot, je l'ai dit tout à l'heure, détestée par les sociodémocrates. Mais enfin, où va-t-on? Il y a un vrai problème. Pour choisir, moi, ça va être court. Autant pour choisir des députés, à la limite, qui a un capharnaüm, pas possible, mais pour choisir le président de la République et le Premier ministre, d'ailleurs, en l'occurrence, là, c'est le Premier ministre, c'est aberrant ce qui se passe. Jamais vu ça. On ne propose que des ramulots, écoutez. Des ramulots? C'est-à-dire des... La France, combien sommes-nous de millions de Français? 68. On n'est pas capable de trouver des noms et des gens qui sont compatibles avec le noyau dur. Bon, je ne vais pas dire trop, enfin assez centriste, central, mais il faut élargir. Sauf que quand on est 4 à voter, c'est un chiffre pair, donc s'il y a la moitié qui sont pour un et la moitié pour on reste toujours sur le chiffre pair. Donc, au bout du compte... Et je rappelle par ailleurs que 36% ont voté pour le Front National, et cela, on n'en parle plus du tout. Bon, franchement, moi ça m'est égal, mais je trouve ça un peu injuste. Jean-Michel Fauvergue, ni dominant, ni dominé. Attendez, faut réagir. Non, on réagissait pas un petit peu sur... si, justement. Oui. Elle vient de dire qu'il y a ni dominant, ni dominé. Ni dominant, ni dominé. Il n'écoutait pas. Frédéric. D'accord. Non, mais l'émission est très bien. Jean-Michel Fauvergue. Donc, dans cette élection, ce que nous dit Catherine Evrard, c'est qu'il n'y a ni dominant, ni dominé. Oui, voilà, c'était très bien. J'avais pas de raison de couper. Ouais. On est d'accord. On est d'accord. Alors certes. Donc on s'excuse. Couper encore. Allez-y, Jean-Michel. Alors certes, il y a ni dominant ni dominé. Il y a surtout un gros capharnaüm parce que on s'aperçoit en fin de compte que l'alliance du nouveau Front Populaire, c'est une alliance de la carpe et du lapin qui était une alliance uniquement électorale, et maintenant avec un programme politique et économique en tout cas complètement aberrant, et que maintenant on n'arrive pas effectivement à trouver qui va être le chef de cette bande-là. Donc il y a du mouvement à se faire effectivement, et moi je prie pour que assez rapidement ceux qui restent de républicains dans ce groupe-là se déscotchent de la France Insoumise.
soumise. Oui, sauf que au Damadou, il y aura toujours LFI qui a un pouvoir évident puisqu'ils ont un nombre important. Pour en revenir, c'est vrai que c'est un capharnaüm, mais je reviens à tout ce que tu dis tout à l'heure, Jean-Michel, c'est que les Français ont voté. Alors qu'on se fasse savoir la première fois avec la NUPES, en sachant pas où on allait, mais après on a bien vu que chacun est parti dans son coin à l'Assemblée. Là, sur le nouveau Front Populaire, on savait bien ce qui allait se passer, c'est-à-dire on fait un accord électoral, vous allez voter pour nous, on va repartir chacun notre coin. Et en plus, pour la petite info, je pense que tout le monde l'avait noté, tout le monde avait son Premier ministre. Les seuls qui l'avaient pas, c'était le nouveau Front Populaire. Donc aujourd'hui, ils peuvent nous trouver un nom, ils peuvent nous trouver tout ce qu'ils veulent. De toute façon, ils auront toujours excuse pour pas gouverner. Je pense que c'est ça la question. On se demande même si, à force de dire on a gagné, et puis au final, on se demande s'ils doivent finalement, peut-être que si on gouverne pas, ce serait très bien. Rester dans l'opposition, ça nous va très bien. Et je crois que c'est la Belgique, pour vous interrompre, qui est restée 2 ans sans gouvernement. Ils s'en sont pas mal portés. Ah, et c'est pas la France, la Belgique, attention. Oui, j'en arrive à un point, je me demande si ça serait pas mieux, j'en sais rien. Bon, alors le tour de table de Jean-Michel Fauvergue. J'ai le droit de le lancer cette fois-ci. C'est à vous encore. Allez-y, Judith. Allez-y, alors. La sécurité des Jeux Olympiques, vous voulez nous parler de ça? Comment limiter la menace d'un tireur isolé? Oui, la sécurité des Jeux Olympiques, mais on en a beaucoup parlé, bien évidemment, mais vu de la part de la menace qui a frappé Trump récemment, c'est-à-dire la menace d'un tireur isolé. Alors, parce que sur cette sécurité des Jeux Olympiques, il y a plusieurs menaces. Il y a la menace terroriste, il y a la menace sur des formes de radicalité, ne serait-ce que aussi le déplacement des foules au bord de la Seine, c'est une menace importante qu'il faut régler. Mais celle du tireur isolé, elle est importante parce qu'elle peut surgir n'importe où, n'importe quand et à n'importe quel moment. Alors, que fait-on pour se prémunir de ça le plus possible? Je dis bien le plus possible, parce qu'il y a toujours des dangers. Le plus possible, c'est d'abord d'analyser les points hauts. Dans la cérémonie d'ouverture sur la Seine, là pour le coup, c'est des points hauts, vous en avez partout. Il y en a partout. Mais en secteur urbain, on est habitué à ça et on en a partout. Alors comment on fait pour les points hauts? On a plusieurs solutions. Soit on neutralise les immeubles du bas, c'est-à-dire qu'à partir du bas, on filtre les gens qui doivent être là et ceux qui ne doivent pas être là, eh bien ils sont refoulés. Ça demande un dispositif policier ou sécurité privée important et le dispositif actuel s'est entraîné là-dessus. Ça, c'est la première chose. Ensuite, une deuxième chose, on peut occulter un certain nombre de façades et ça, c'est à double tranchant parce qu'en occultant une façade, on empêche évidemment quelqu'un de s'y mettre, mais on voit pas le danger arriver au dernier moment. Donc ça, c'est un pis-aller. Et puis la troisième chose, évidemment, qui sera aussi mise en œuvre, c'est qu'on fait on met en place des contre-snipers, c'est-à-dire des tireurs d'élite de la police, du RAID, du GIGN, de la BRI ou de CRS. Enfin, on a beaucoup de tireurs d'élite dans la police. Qui, eux, sont sur les toits, en général. Qui sont aussi sur des points hauts et qui ont tout un secteur à azimuter, à regarder, à voir. En général, ils sont par paire. Il y en a un qui observe et un qui est derrière le fusil. Et à partir du moment où il y a un danger quelconque, eh bien, soit ils signalent pour que les gens du terrain qui sont en bas interviennent rapidement, soit s'ils n'ont pas le temps de signaler ou si la menace est avérée, et ben à ce moment-là, on neutralise la menace par un tir de neutralisation. Voilà ce qu'on fait sur un tireur fusil, sachant que, et je tiens à le dire, il n'y a jamais, c'est pas une assurance vie. Il n'y a jamais 100% de choses réussies. Des petites réactions autour de la table? Bon JO, ça va bien se passer. Moi, je suis une nature optimiste. On a un vrai savoir-faire, on oublie de dire, on a un vrai savoir-faire en France pour l'organisation des grands événements sportifs internationaux. Je vois pas pourquoi ça se passerait mal. Après, l'aléa sécuritaire, on l'a pas, mais ça va bien se passer. Catherine, oui, alors moi, je voulais poser une question à mon ami Jean-Michel. Est-ce qu'il y a des drones? Oui, bien sûr. Parce que ça, il faudrait qu'il y en ait pas mal. À mon avis, c'est aussi une solution. Alors, Catherine, vous avez non seulement des drones de la police et de la gendarmerie, mais vous avez aussi des drones de l'armée de l'air et de l'espace. L'armée de l'air et de l'espace est déployée. Il y a non seulement des drones, mais il y a des... Enfin, je ne vais pas dévoiler tout le truc, mais je dévoile ce qui a été écrit dans la presse. Vous avez des missiles, enfin, vous avez tout l'attirail de l'armée de l'air et de l'espace. Et vous aurez aussi des patrouilles, sans doute, dans le lointain. Mais il faut quand même attention parce que je me suis laissé dire qu'à la Concorde, vous avez vu ce qu'ils ont construit comme gradins. Oui. Il y a des centaines. Et puis, il y a tous les sports, on va dire, de street. Il y a zéro toilette dans cet environnement. Et puis, vous aurez...
parce qu'ils avaient peur que les gens... Oui, mettre des choses dans les toilettes. Voilà, ou mettre des choses et des zéro bombes, poubelle aussi. Zéro poubelle, zéro toilette, c'est quand même original d'un autre côté. Et puis je tiens à signaler aussi qu'on est sur la Seine et donc il y aura aussi des dispositifs fluviaux par des policiers, des gendarmes. Il y a le RAID, il y a la brigade fluviale, la PP, il y a le GIGN et qui eux, s'ils doivent se baigner dans la Seine, ce sera pas par plaisir comme Hidalgo, ça sera par nécessité et parce que c'est leur job. Ouais. Merci pour cet éclairage de grands spécialistes de Jean-Michel Fauvergue. Allez, restez avec nous dans un instant, c'est la suite du tour de l'actu des vraies voix et ça sera avec Aude Amadou. Restez là. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Rentrezliscom.com. Maman, papa il est dans le camp. Les vraies voix Sud Radio, 17h, 19h, Judith Belair, Frédéric Brindel. Et le tour de l'actu des vraies voix continue avec Aude. Ils sont remontés, hein, comme vous, cher Frédéric. Oui, moi, on y est tous. On est tous excités par l'actualité. Énorme contribution d'Elon Musk à la campagne de Donald Trump, cher Aude Amadou. Vous réagissez? Oui, ça m'a fait sourire ce matin parce que, pour répondre à l'auditeur ce matin, tout à l'heure qui nous disait que c'était le président des pauvres. Bon, oui, là, effectivement, c'est quand même une contribution record, 45 millions de dollars par mois. Donc, et moi, je veux bien 1 million. Oui, on va lui envoyer un télégramme. Une petite enveloppe. S'il vous plaît, Elon. Non, mais c'est vrai que ça interroge parce que la semaine d'avant, on évoquait justement la contribution de nos partis par les finances publiques. Et donc, je mettais ça en parallèle. Ah, ouais. Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui, alors, on a une politique américaine qui est entièrement financée par le secteur privé. Bon, nous, ça peut être choquant ou pas. On va faire les raccourcis en disant, au final, ils ont le choix entre deux partis, les démocrates ou les républicains. Et pour le coup, c'est une entrave en fait à la liberté de choisir, et que surtout, c'est pour ça qu'on a une société américaine très clivée. Moi, j'aime bien balayer devant ma porte, et j'ai envie de vous dire, alors nous, on est quand même à l'opposé. On a une politique quand même quasi entièrement financée par le contribuable français. On a une offre plurielle, mais à outrance. Si on voit les européennes, enfin moi je sais pas vous, mais les 38 panneaux à se dire je choisis quoi, et au final on choisit rien. Et tous ceux qui ont fait minimum 3%, ils avaient leurs frais de campagne remboursés, hein. Je crois que c'était 5. Non, c'était 3%. Sur les européennes, oui. Sur les européennes, c'était 3%. Et pour j'en connais un, je vais pas dire son nom, il fait ça systématiquement, il se représente, parce qu'il vit remarquablement bien avec ses 3%. C'est tout ce que j'avoue. Donc en même temps, ils sont pas nombreux, on va trouver. Hein. Et c'est vrai qu'au final, on va aussi s'interroger sur le fait de se dire, on se retrouve également avec une société archi-clivée, les uns contre les autres, les riches contre les pauvres, les noirs contre les arabes. Enfin, c'est odieux. Enfin, moi, je trouve odieux dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui en France. Et en fait, moi je me dis, il n'y a pas de juste milieu. Et on ne sait pas faire de coalition, ça c'est la vraie, on fait croire à des Amadou, si jamais on avait un grand, je sais pas moi, Bernard Arnault qui se mettait à financer le PS et Olivier Faure, vous imaginez le tollé quand même? Non, mais alors ce que je suis en train de mettre, je mets en parallèle les deux modèles en disant que ni l'un ne fonctionne avec une société américaine clivée, et que le nôtre ne fonctionne pas, sauf que c'est le contribuable qui paie, qui fonctionne pas non plus, puisqu'on a une société qui est de plus en plus clivée, et peut-être à revoir un nouveau modèle avec une part forfaitaire pour chacun des partis principaux, et après une prime à l'élection, mais ce qui encouragerait pas non plus l'accord électoral qu'on a eu du nouveau Front Populaire, qui aujourd'hui sont incapables de se mettre d'accord. La vraie problématique en France aujourd'hui, c'est d'apprendre à travailler ensemble, à apprendre à faire des coalitions. Et petite parenthèse, parce que Catherine Evrard a fait un petit clin d'œil, mais Jean Lassalle, cette fois-ci, n'a pas eu les 3% aux européennes. Oui, mais il les a eu plusieurs fois, et d'aucuns disent que ça lui permet de très bien vivre, parce que moi, on m'avait donné la somme. Alors moi, j'ai c'est pas une autre idée d'ailleurs, parce que mais c'est un parti qui vit, c'est pas une personne qui récupère l'argent, je tiens à le préciser quand même. Il y a aussi une raison très simple, c'est que ne payant pas assez nos hommes politiques, et notamment les ministres et le président de la République, on a des moyens, on va dire, il y en a eu des très grands, mais bon, voilà. Et surtout, on devrait prendre des gens du privé, mélanger,
parce que le privé a pas forcément, il n'est pas forcément politique entre guillemets. Notre président, il vient du privé. Catherine Evrard, notre président, il vient du privé à la base. Oui, mais attendez, ça quand j'entends ça me fait bondir. Non, mais c'est compliqué de mélanger le privé. 2 ans de privé banquier. Moi, ça s'appelle pas connaître l'entreprise. Excusez-moi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit que c'était la tentative de mélange du privé et du public qui n'a pas donné grand-chose. Et puis il y a un deuxième sujet, c'est qu'aux États-Unis, vous faites 5 ans de politique, vous revenez dans l'entreprise. En France, c'est interdit. On ne peut pas faire des stop and go. Au département d'État, c'est une obligation. Contrairement à notre Quai d'Orsay, il reste toujours dans la fonction publique. On en connaît un qui est devenu chirurgien esthétique. On parlait du Quai d'Orsay. Jean-Michel Fauvergue. Alors, petite précision, certes, remboursement sur 3 ans, mais quand vous présentez aux législatives et aux européennes, c'est payé par le contribuable français. Si vous obtenez 1% des voix dans une 50aine de circonscriptions, vous avez, quel que soit votre parti, en particulier, même si vous voyez que des photos d'animaux, quel que soit ce parti-là, eh bien ce parti sera financé pendant 5 ans. Non. Mais vous parlez du parti animaliste, c'est ça? Oui, mais il y a plein d'autres. Entre autres, mais c'est pour ça qu'on met de plus en plus de candidats dans plus de circonscriptions possibles. Okay. Exactement. Voilà pourquoi on a une trentaine de listes, etc. Parce que il y en a qui se font leur beurre là-dessus et ça fait du fric. Ça c'est. Donc c'est une vraie question là que soulève. Bien sûr. Et je suis même déçu qu'on ne l'ait pas eu en idée en débat. Et demain matin, je vous donnerai. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on est les rois de la pseudo-transparence. Alors, il y a une haute autorité à la transparence qui nous a contrôlé, Aude le sait bien, et moi aussi, qui nous contrôle de partout. Ce qui veut dire que vous avez, quand vous présentez une élection, quelle qu'elle soit, votre fortune personnelle qui est accessible à tout le monde. Vous savez ce que vous gagnez. D'ailleurs, la plus élevée qu'on y était, c'était quand même Jean-Luc Mélenchon. Alors moi, ça m'a beaucoup épaté, alors que par contre, les insoumis sont incapables de nous le rappeler. Et puis, permettez-moi de continuer assez rapidement. Et puis, vous avez aussi, quand vous êtes, par exemple, élu député, mais aussi élu différemment, vous avez vos comptes qui sont surveillés par les organismes bancaires pendant les 5 ans, plus une année derrière, non seulement les vôtres, celles de vos enfants et celles de vos parents. Et puis je voudrais terminer en vous disant que le mois prochain, vous aurez 80 anciens députés, que ce soit dans notre majorité ou que ce soit des LR, qui vont être au RSA. Oui. C'est énorme quand même pour la... Dans un instant, le coup de projecteur en appelant à une coalition majoritaire ou à un large pacte législatif en excluant le Rassemblement national et la France insoumise. Emmanuel Macron souhaite se concentrer sur la préservation des acquis économiques, une réponse régalienne forte et des initiatives pour la justice sociale. Alors que la démission du gouvernement donc est en train d'être acceptée en cette fin d'après-midi, le clan présidentiel ouvre une nécessaire parade nuptiale pour garder la main sur Matignon. La question est posée sur le compte X de Sud Radio. Empressez-vous d'y répondre. #Conseil des ministres. Un gouvernement d'union Renaissance LRPS est-il utopique ? Alors vous votez sur X et vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir et vous votez oui, c'est utopique à 71%. Pour nous éclairer, et nous le remercions parce qu'il a beaucoup de travail en ce moment, Julien Aubert, vice-président de LR, membre du comité stratégique du parti, qui est avec nous. Alors juste en un mot, avant de vous retrouver dans un instant, cher Julien Aubert, mais utopie ou pas pour vous ? Totalement utopique. Ben voilà, c'est ce qu'on appelle bien teaser dans le jargon. C'est un bon tease. Restez avec nous, chers auditeurs. Le coup de projecteur des vraies voix, c'est dans un instant. Et nos vraies voix sont toujours là avec vous. On ne craint rien puisque Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, est avec nous. Catherine Evrard, présidente fondatrice de CE Consultants, société de chasseurs de têtes de dirigeants. Amenez vos têtes, elle a des idées. Ouais. Et puis Aude Amadou, ex-députée En Marche de Loire-Atlantique, qui est avec nous, ancienne sportive de haut niveau, excellente au tir dans le hand. Une très bonne amie de Frédéric Brandel, a priori. Écoutez, si elle fait du hand, déjà je l'apprécie. Allez, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron appelle son camp à proposer la formation d'une coalition majoritaire ou d'un large pacte législatif excluant le Rassemblement national et la France insoumise. Il insiste sur l'importance de se concentrer sur des axes programmatiques, notamment la préservation des acquis économiques, le renforcement des réponses régaliennes et la mise en œuvre de mesures en faveur de la justice sociale. Cette initiative vise à consolider un gouvernement stable
et efficace, capable de naviguer dans un paysage politique de plus en plus fragmenté. En cherchant à établir une coalition élargie, le président espère obtenir un soutien législatif suffisant pour faire avancer son programme et répondre aux défis actuels. Parlons vrai, chers auditeurs de Sud Radio. Personne ne détient la majorité absolue à l'Assemblée. Personne ne pourra gouverner sans solliciter le soutien d'autres groupes politiques. Le nouveau Front populaire se déchire. Et si Gabriel Attal parvenait à construire un nouveau gouvernement d'union? Le coup de projecteur du jour, #Conseil des ministres. Un gouvernement d'union Renaissance LRPS est-il utopique? Et vous votez sur X que oui, c'est utopique à 71%. Pour en parler, nous recevons Julien Aubert, qui est vice-président de LR, membre du comité stratégique du parti et président du mouvement Oser la France, ancien député du Vaucluse. Bonsoir Julien Aubert. Bonsoir. Alors vous nous avez dit totalement utopique. Je serais tenté de vous dire développé. Écoutez, moi je suis un homme de droite et je n'ai pas fait tout ça pour me retrouver à la fin pour gouverner avec les héritiers de Lionel Jospin. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les élections législatives ont montré que les gens avaient un rejet du macronisme et on fait comme si la seule solution passait en réalité par Emmanuel Macron et par en réalité toujours la même recette, c'est-à-dire le dépassement de la droite et la gauche, c'est-à-dire la relégitimation du macronisme. Donc je trouve, si vous voulez, qu'il y a quand même quelque chose de très contradictoire dans cette affaire. Les juges ont dit, le macronisme, on n'en veut plus, et on le ressort, après avoir eu un entre-deux-tours, on le sait, un peu particulier, parce que si on est dans cette situation, c'est aussi parce qu'il y a eu des désistements, des pactes contre nature entre forces politiques, et maintenant, si vous voulez qu'on a un Parlement ingouvernable, parce qu'on a nié le fait majoritaire, on vous explique qu'il faut faire des alliances hétéroclites, de briques et de brocs, sans d'ailleurs se demander s'il y a le moindre point commun entre un socialiste et un républicain. Bon, réaction autour de la table. Oui. Oda Madou, qu'est-ce que vous en pensez, vous, finalement, qu'il y a un moment donné où on va trouver une solution à toute cette misère? Je vais juste rebondir sur ce que disait notre ancien collègue, mon cher Julien. Je pense que si on a écouté les Français n'ont pas émis un vote contre Macron. Je pense que si on les a bien écoutés, ce qu'ils voulaient avant tout, c'est avoir des politiques qui puissent travailler ensemble. Alors de commencer de dire, alors moi je suis de droite, j'irai pas bosser avec celui de gauche. Enfin, aujourd'hui, de savoir si c'est utopique ou pas, c'est pas la question. De toute façon, on n'a pas le choix. Faut avancer. Donc aujourd'hui, ce que nous disent les Français, c'est de dire, écoutez-nous, ils ont voté, on a cette situation, et le boulot des politiques, c'est de nous en sortir. Et c'est pas de camper sur ces positions et de rien faire, parce que sinon la situation sera catastrophique. Donc plutôt que de dire, Emmanuel Macron il fait pas ce qu'il faut, et puis à gauche ils font pas ce qu'il faut, mettez-vous au boulot et puis allons-y. Julien Aubert, réagissez, ouais. C'est pas ma faute si vous savez pas lire un résultat électoral. Oui, c'est pas ma faute, bien sûr. Les Français n'ont pas dit on veut que vous dépassiez les clivages, les Français ont dit on veut que Emmanuel Macron s'en aille. Non, il dit pas ça. Si. Non, je suis pas très bonne en maths, mon cher Julien, mais c'est pas ce qu'il dit la lecture électorale. Quand on se fait broyer aux élections, vous avez 12 millions de gens qui votent pour le Rassemblement national. Le message, c'est on veut une politique de droite. Non, mais il y a 3 tiers à l'Assemblée nationale, pardonnez-moi, Julien Aubert. Il y a 3 tiers, effectivement, de taille inégale et avec des résultats en siège qui tiennent au fait que au second tour, on a vu les mélenchonistes et les gens d'ensemble se mettre main dans la main, alors que dans la pratique, ils se sont combattus pendant 5 ans. C'est vrai que les LR, on les a bien vus, hein. Non, mais les Républicains en ont profité, mais je dirais que ce qui a été fait dans l'entre-deux tours, c'est qu'en réalité, vous aboutissez à un Parlement qui ressemble à un Parlement élu à la proportionnelle, sauf que chacun a été élu en disant « moi, je suis là pour faire barrage à l'autre ». Et après, une fois que vous avez promis aux électeurs que vous allez faire barrage, on explique une fois les élections sont passées, et finalement, on va s'entendre entre gens qui sont censés ne pas être de la même opinion, et tout ça renforce les extrêmes une nouvelle fois. Moi, de mon point de vue, c'est la dernière chose à faire, c'est-à-dire que personne n'avait... ce sont les promoteurs du Front républicain qui ont expliqué qu'ils avaient des valeurs communes avec Jean-Luc Mélenchon, qui doivent trouver la solution. C'est en tout cas aux Républicains d'être embarqués dans une espèce d'odyssée complètement illusoire, où on va se retrouver à siéger avec Olivier Faure. Enfin, à un moment donné, il faut atterrir. Autre réaction de nos vraies voix, Catherine Evrard. Non, alors moi, monsieur, je vais vous poser, je vais pas vous appeler par votre prénom, je vous connais pas. Je vous connais de nom. Je vous connais de nom. Bon, c'est Julien Aubert. Je sais. Bon, en plus, je connais bien cette famille, mais je ne comprendrai jamais, dans ce cas-là, pourquoi les LR, l'ex-UMP, on va dire, parce que je suis un peu vieux jeu, ne s'allie pas plus avec plus à droite. Parce que tant qu'il n'y aura pas ce genre d'alliance, soit plus à gauche, soit plus à droite, c'est-à-dire soit avec les socialistes, soit encore un peu plus à droite,
personne n'arrivera jamais à rien. Et on en est là depuis des lustres. Bon, et puis alors par ailleurs, il y en a un dont on n'a pas dit un mot, qu'est devenu Zemmour dans tout ça. Non, excusez-moi, mais Julien Aubert, vous êtes attaqué des deux côtés. Alors là, c'était par la gauche. Là, maintenant, on vous attaque par la droite. Répondez à Catherine Evrard. Non, mais il y a une forme de logique. C'est-à-dire que moi, je pense, si vous voulez, que nous avons, à force de justement faire des alliances contre nature, nous avons été désertés par une partie de nos électeurs qui votent désormais Rassemblement National. Voilà. La dernière chose à faire, c'est de continuer avec la même logique que nous poursuivons depuis 20 ans, ce qui provoquera l'extinction, en fait, de la droite indépendante. Après, il y a deux possibilités. Soit vous croyez qu'aux élections de 2027, il y a la possibilité, compte tenu du fait que le Rassemblement National, en réalité, est marqué par son passé. On voit bien le rejet d'une partie de la population. On pense qu'avec un programme renouvelé, et notamment basé sur la défense de la souveraineté de la nation, on puisse récupérer le leadership sur ce qu'on va appeler le bloc national. Soit on considère qu'en réalité, l'avance de Marine Le Pen est trop importante. Et dans ce cas-là, effectivement, il aurait fallu réfléchir à des coalitions. Mais je vais vous dire, la vraie coalition, en fait, que les Français auraient sans doute voulu, c'est une coalition de droite. C'est une coalition qui va de Darmanin à Marine Le Pen. Jean-Michel, aujourd'hui, tout le monde se l'interdit. Jean-Michel Fauvergue, est-ce que la vraie nouveauté, ce serait pas une coalition qui va de la gauche de Éric Ciotti à la droite de Fabien Roussel? C'est bien. J'ai combien de temps pour répondre? Vous avez 3 minutes. Échangeons les uns les autres. Allez-y, c'est rythmé, c'est très bien. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir trouver des coalitions. Alors j'entends bien ce que dit Julien Aubert, que je connais bien aussi, puisque j'étais avec Aude sur les mêmes bancs. J'entends bien ce que dit Julien Aubert. Julien Aubert est un homme politique, brillant, mais c'est un homme politique. Il fait une analyse politique des choses, c'est-à-dire comment est-ce que je vais survivre, comment est-ce que le parti va survivre, comment on va faire ci, comment on va faire ça. En fait, c'est pas du tout ça que les Français ont dit. Les Français ont dit, écoutez, on vous donne, on va voter comme ça, et ils ont voté comme ils ont voulu. Maintenant, on veut être gouverné, trouver une majorité, et il va bien falloir à un certain moment arrêter de dire dans les échéances prochaines, on va disparaître, donc on va pas faire comme ci, on va pas faire comme ça, et essayer de trouver une solution. Et de ce point de vue-là, ce qui est en train de faire Wauquiez, alors il le fait aussi pour son avenir personnel, certes, mais je pense qu'il y a plus de vision, et je pense qu'il est en train de proposer quelque chose. Et pourquoi pas donc allons plus loin que nos intérêts personnels et essayons de voir la France, ce qui se passe en France et vers où on va. Julien Aubert, vous finalement, si vous aviez la possibilité de dire prenez tel Premier ministre, tout en étant cohérent, attention, il y a une élection qui a rendu son verdict, vous proposeriez quel profil ? Ça dépend en réalité de la coalition que vous avez. Parce que une fois que vous avez même établi une coalition, imaginez de gauche à LR, il n'est pas certain que vous auriez une personnalité capable de les rassembler. Moi, je crois, si vous voulez, que compte tenu du Parlement ingouvernable dont nous avons hérité, la seule majorité que vous pouvez avoir, c'est si les socialistes rompent avec Mélenchon et font une alliance avec Ensemble pour faire en réalité un gouvernement de gauche, centre-gauche, qui aurait effectivement, qui talonnerait sans doute les 280 sièges. Bon, c'est à mon avis la seule configuration possible. Et pas avec vous, parce que du coup on est lâché, ça vous permet d'être présent aussi et d'apporter votre pierre à l'édifice en tant que ministre au gouvernement. Mais moi, si vous voulez, je ne suis pas. À un moment donné, ça fait 7 ans que je pense que la politique de M. Darmanin n'est pas la bonne politique. Donc je vais pas, une fois que j'ai expliqué aux Français pendant 7 ans que ce qu'il fait n'est pas bon, je vais pas me mettre dans le même gouvernement que lui. À un moment donné, on doit respecter. Mais être dans un gouvernement, c'est faire. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même aller au-delà de ça. Enfin, moi, je suis d'accord avec Jean-Michel. Il faut juste arrêter de faire de la popole. Là, il faut y aller. Non, mais si à un moment donné, on a des hommes politiques responsables, il rentre dans le gouvernement, il fait son boulot. Alors, allez-y, Julien Aubert, allez-y. Darmanin n'a sûrement pas fait ce qu'il voulait. Attendez, c'est à Julien Aubert de répondre. Il faut arrêter avec la moraline de comptoir, dans laquelle vous expliquez que il y a d'un côté les gentils hommes politiques qui pensent à la France, et de l'autre côté les méchants. C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, le monde des bisounours politiques, c'est le vôtre, c'est pas le mien. Non, moi je crois, si vous voulez, que la démocratie, ça se respecte. À un moment donné, vous avez des opinions différentes. Depuis le début. Et justement, si nous en sommes là, c'est parce qu'on a voulu mettre dans un même gouvernement des gens qui, comme Dupond-Moretti et Darmanin, n'étaient pas d'accord sur le fond. Moi, il se trouve que je défends d'autres options politiques. Je pense que si vous voulez lutter contre l'immigration, vous devez rétablir, par exemple, les moyens de la souveraineté.
c'est une position, si vous voulez, qui n'est pas partagée par une partie de l'échiquier politique. Je peux le concevoir, mais je ne vais pas aller me mettre dans une situation où je ne vais pas pouvoir faire la politique que je souhaitais faire, soit parce que vos partenaires de coalition, en fait, ne sont pas d'accord, soit parce que, en réalité, vous n'avez pas de consensus au sein de votre parti. Non, Catherine Evrard veut intervenir. Monsieur, pardonnez-moi de vous couper la parole, mais que faites... Vous savez que c'était ma famille politique, le LR. Je vous connais bien tous, si vous saviez, depuis longtemps. Mais qu'attend-on pour s'allier avec des gens bien pensants, encore plus libéraux? Tant que vous faites du centre-gauche ou du centre je sais pas quoi, vous vous alliez avec personne et il n'y a qu'à voir le résultat. Je ne sais plus quel est le pourcentage, mais il n'est pas très élevé. Donc à un moment donné, il faut se ressaisir. C'est possible. Je voudrais aussi rajouter une chose, c'est que, à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il faut aller au-delà. La politique, c'est ça aussi. Il faut aller au-delà de ces détestations personnelles des uns et des autres, y compris si elle date des bandes des hautes études qu'on a fait. Et il faut pouvoir faire des ouvertures. Sans ouverture, on peut rien faire. Mais c'est même pas que politique. C'est, je veux dire, dans la vie de tous les jours, sans ouverture, on ne peut rien faire. On reste dans son coin et on vit en ermite, quoi. Ouais. C'est cette culture de la coalition qu'on n'a pas en France. Reconnaissez-le, Julien Aubert. C'est tout nouveau pour les Français, là. Mais parce que deux scrutins majoritaires, la culture de la coalition, c'est une culture qui dépend de la proportionnelle. Or, si vous voulez, en France, justement, parce qu'on a testé pendant des dizaines d'années la proportionnelle, la France a été paralysée par cette culture de coalition parce qu'on ne faisait rien. C'est la 4e République. Et pour vous donner une idée d'ailleurs, en 1956, le Parlement ressemble à peu près à ce que vous avez aujourd'hui. On a voulu mettre de côté les communistes et de l'autre côté les poujadistes. Et à l'époque, les gens de la moraline de comptoir ont fait une grande alliance qui allait de la gauche à la droite. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans plus tard, la République était balayée. Donc, il faut arrêter de penser qu'on n'a pas testé ces solutions avant. Simplement, en France, on a le scrutin majoritaire. C'est ça qui permet de donner une majorité. Sauf que les acteurs se sont coalisés entre les deux tours pour empêcher le système majoritaire de fonctionner. Et une fois qu'on a empêché le système majoritaire d'aboutir à une majorité, on concède qu'on est dans une impasse et donc on fait du bricolage et du rafistolage en essayant de rassembler des éléphants et des licornes pour essayer de faire un gouvernement. Ça ne fonctionne pas. Ce sont les gens qui ont pensé ce système de désistement, qui ont inventé des liens qui n'existaient pas entre partis, qui doivent désormais trouver la solution pour gouverner. Et s'ils ne la trouvent pas, il faut qu'Emmanuel Macron démissionne, on aura une élection présidentielle et vous verrez que derrière, il y aura une majorité. Non. Bon, alors, non, moi je pense pas. Alors, la question, parce que les auditeurs l'ont dit, c'est pas si tranché que ça, c'est pas si utopique que cela de penser à cette grande coalition. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va l'avoir, ce Premier ministre, ou pas? C'est pas possible, Aude Amadou. Non, je pense que justement, la société n'est plus la même qu'en la 4e République. Je pense que les problématiques sont différentes. On peut trouver aussi des programmes parce qu'il y a des sujets qui sont importants pour les Français, qui sont ni de droite ni de gauche. Ça, c'est la première chose. Et oui, entre autres, mais on n'est pas obligé de prendre le prisme le plus extrême. Et là, la question aujourd'hui, c'est même pas de savoir si c'est utopique de commenter la politique. Là, il faut faire, en fait. Ce que nous disent les Français, c'est arrêter de parler, arrêter de promettre et faites. C'est ça le message des Français. Et surtout arrêter de se projeter dans des pseudo-règles d'avenir. On a dit, depuis 2 ans, depuis la dernière législature, on a dit il faut dissoudre. Le jour où on l'a dissous, pourquoi il a dissous? Il fallait pas le faire. Et la deuxième chose, c'est maintenant, on est en train de dire, il y a cette petite musique qui revient, il faut que le président démissionne, Sauf que le président démissionne, vous avez un nouveau président, il n'y aura pas de majorité absolue. Il y a toujours la même assemblée en plus. Voilà. Pendant 1 an, on a toujours la même assemblée. Et vous n'êtes pas du tout sûr d'avoir une majorité absolue telle que... C'est ça finalement ce que vous demandez, Julien Aubert, que le président démissionne? Non, moi je vous dis que s'il n'arrive pas à trouver une solution au problème qu'il a créé, il faudra qu'il en tire les conséquences. Mais il y a une série de postulats qui sont présentés comme des vérités. On dit les Français ont voulu dire ça. Les Français, ils sont allés voter massivement pour rejeter la politique qui a été menée. Cette même politique qu'on essaie de remettre en place. Rejeter toutes les politiques. C'est la fin, c'est le retour du clivage droite-gauche qui a été décidé. Il y a 2 grandes coalitions, une coalition plutôt à gauche, une coalition plutôt à droite. Et au milieu, vous avez Ensemble qui a survécu parce qu'il y a eu un peu de masque à oxygène. Mais dans la pratique, si vous voulez, ça a été rejeté. On dit, ça a été rejeté, mais en réalité, c'est ce qui fonctionne, il faut repartir comme en 40. C'est la meilleure manière de rendre furieux les gens. Je veux dire, les gens qui ont élu le nouveau Front Populaire, ils n'ont pas voté.
pour avoir une coalition avec M. Faure. Ils ne savent pas vraiment pour qui ils ont voté, on pourra se rejoindre là-dessus, parce qu'ils sont partis chacun de leur côté, ils n'arrivent même pas à trouver le nom d'un Premier ministre. Allez, on aura compris que vous ne tomberez pas d'accord ce soir, même si ce débat était extrêmement intéressant. On vous remercie Julien Aubert, on rappelle que vous êtes vice-président de LR, membre du comité stratégique du parti, président du mouvement Oser la France et ancien député du Vaucluse. Merci à Jean-Michel Fauvergue. Merci à vous. Catherine Evrard. Merci infiniment. Aude Amadou. Merci à vous d'avoir participé à cette super On a de la chance. Et puis là, on file à Avignon. Ah oui, sur le pont. Bravo. Ouais, ça à chaque fois. Je ne peux pas m'empêcher de dire le pont quand j'entends Avignon. Christophe Meillan. Allez, à toutes. À demain.